Le Maroc est le centre de l'équation. Je n'ai pas fait de choix que je regrette. En 92, je suis rentré au Maroc pour créer Casablanca Finance Group, qui s'appelle aujourd'hui CFG Bank. Mutandis comme CFG, je l'ai créé en étant un petit actionnaire. Dans cet épisode, on reçoit Adil Doueli, un très grand entrepreneur marocain. Il est à la tête de la banque CFG et de la société Mutandis, deux entreprises cotées en bourse. La finance, pour moi, était une couche, un complément de formation nécessaire, indispensable pour la vraie vie. Le Maroc est une terre d'opportunités, donc il faut encourager les gens à investir. Il faut encourager les étudiants à l'étranger à rentrer et à devenir entrepreneurs. Dans cet épisode exceptionnel, on revient sur son histoire depuis le lancement de ses entreprises jusqu'à aujourd'hui. Il revient sur le développement à l'international de son groupe et sur son rôle en tant que ministre du Tourisme. Introduire en bourse veut dire éclater le papier. Il y a encore un peu de vivons heureux, vivons cachés. Il y a encore un peu de croyances fausses que les impôts vont venir vous contrôler parce que vous êtes coté en bourse. La vraie question pour nous, c'est doit-on produire en dehors du Maroc ? Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez régulièrement ce podcast n'êtes pas encore abonnés. Donc si vous aimez ce podcast et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. On continuera à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Adil Doueli, bienvenue. Merci beaucoup. Très heureux de te recevoir dans Next Wave Podcast. Pareil pour moi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, je veux couvrir plein de choses. Bien sûr, les entreprises que tu as fondées, que tu as développées, Mutandis, CFG, etc. Revenir sur ton parcours. Parler un peu de toutes les étapes du développement de ces entreprises-là. Donc voilà, si ça te va, c'est un peu le programme pour aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que, avant de commencer, je peux te laisser te présenter ? Bien sûr. Donc moi, je suis ingénieur. Je suis sorti de l'école des ponts et chaussées en 1985. Ensuite, j'ai travaillé comme gestionnaire de fonds d'investissement sur le marché américain, quasi exclusivement sur la bourse de New York, de 1986 à 1992. Donc pendant 7 ans, c'était dans une banque qui a été absorbée par la suite, qui n'existe plus, qui a été absorbée par la BNP, qui s'appelait Paribas. Et ensuite, en 92, je suis rentré au Maroc pour créer Casablanca Finance Group, qui s'appelle aujourd'hui CFG Bank. Ok. Voilà. On va revenir sur tout ça. Je pense qu'avant de revenir étape par étape sur ton parcours, c'est intéressant de voir aujourd'hui, donc fin 2024, début 2025, et d'avoir un peu peut-être une photographie de CFG et de Mutandis aujourd'hui. Et ensuite, on reviendra étape par étape. Donc, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, CFG, Mutandis actuellement ? Alors CFG, c'est une banque d'affaires qui a ajouté la banque commerciale au quotidien à partir de 2015. Donc aujourd'hui, c'est un mélange de banque d'affaires historique avec tous les métiers de banque d'affaires, où elle occupe un rôle important, on va dire, dans ces métiers-là au Maroc, et une banque au quotidien qui est très moderne, très technologique, avec presque pas d'agence, beaucoup de technologie, une super app, donc qui s'adresse à des gens qui sont à la recherche de services relativement de haut niveau, on va dire. C'est une banque axée sur le service. C'est pas une banque low cost et c'est pas une banque chère non plus. Oui. Elle est ni chère ni low cost. Elle s'adresse simplement à des gens qui veulent une qualité de service très pointue, un service très rapide, téléphoner à 21h, faire et des qui reste hybride, c'est-à-dire à la fois des agences en physique, une app. Ouais, pas beaucoup d'agences en physique, minimum d'agences en physique parce qu'il faut bien avoir un point de contact. Mais de la télé. Mais surtout du téléphone, oui. Télébanque et app. Okay. Télébanque et app sont les canaux les plus importants. Donc voilà ce qu'elle est. Donc elle grandit très vite parce qu'elle offre quelque chose de différent. Okay. Donc à la fois des entreprises et des particuliers. Elle a 2 types de clientèle. Elle a vraiment le particulier à la recherche de qualité de service importante, à un tarif moyen, tarif ni cassé, ni discount, ni cher. Donc elle est tarifée moyen, mais elle a une qualité de service différente. Donc des gens qui cherchent ça, qui sont pressés, qui n'ont pas le temps, qui veulent aller vite et tout. C'est ça, ça grandit très vite. Et puis elle s'adresse aux grandes entreprises. Donc son ADN de banque d'affaires fait qu'elle est en relation avec toutes les grosses boîtes, levée de fonds, financement. Maintenant, elle distribue des crédits aux grandes entreprises, des leasing aux grandes entreprises. En sus des métiers historiques de banque d'affaires qui sont de levée d'equity, levée d'émissions obligataires, M&A, etc. Donc ça, c'est pour CFG. Donc c'est à peu près 500 personnes, 450 à 500 personnes,
que des cadres, c'est 18. Ce qui n'est pas finalement ce qui n'est pas beaucoup. 500 personnes par rapport à la taille Elle est toute petite. Par rapport à la taille la taille du bilan, on va dire, parce que c'est une banque, etc. Oui, la taille du bilan. Ça reste assez. Ça reste assez concentré. Oui, c'est une équipe compacte, on va dire. C'est une équipe compacte parce que la partie usine, mid et back, est très automatisée, très informatisée. C'est compact parce qu'il n'y a pas d'agence. Il y a 18 agences dans tout le territoire, c'est rien. 18, les grandes banques ont 2000 agences. Donc c'est 18 versus 1000 ou 2000. Donc c'est zéro. Voilà, donc et puis la partie banque d'affaires, c'est la banque d'affaires traditionnelle, avec le broker, l'asset manager. Maintenant, il y a le gérant de REIT, d'OPCI, qui s'ajoute à l'asset management classique d'OPCVM. Et puis la partie M&A, equity capital market et debt capital market, oui, c'est ça, tout ce qui est conseil élevé et financement de haut de bilan. Ça aussi, traditionnellement, c'est des petites équipes. C'est des équipes de 10, 15, 20 personnes au maximum. Ça suffit largement pour servir la clientèle, vu la fréquence des transactions. Okay. Donc voilà ce qu'est CFG. Alors Mutandis, c'est bien sûr très différent. Mutandis, c'est un petit Unilever, petit Nestlé, petit Kraft, petit Procter & Gamble, petit... je cherche des exemples. Enfin, petite boîte de petits Colgate-Palmolive. Ouais. Je cherche des exemples de sociétés qui sont dans les produits du quotidien. D'accord. Donc qui conçoivent, imaginent, développent, fabriquent et vendent des produits du quotidien au consommateur final, avec des marques qui leur appartiennent, puisqu'il y a le même modèle en marque blanche pour des gens qui ne font pas de marketing, qui ne font que fabriquer pour compte de tiers. Mutandis, ce n'est pas son modèle. Mutandis, c'est Procter, Unilever, etc. Ce sont ses marques. Elle possède ses marques. Et c'est depuis l'achat des matières premières, la production jusqu'à la distribution. En partant par la conception du produit. Il y a R&D. D'accord, même avant. R&D, formulation, quel type de packaging, test marketing. Donc, chez Mutandis, le savoir-faire, c'est le marketing stratégique, c'est-à-dire la segmentation du consommateur. D'accord. Que fait le consommateur, les segments qui apparaissent dans l'attitude envers un produit, dans le désir d'acheter un produit. Ensuite, elle va être très sophistiquée, très quantitative dans les sélections des segments qui sont favorables aux produits que nous pourrions développer. Voilà, exactement, pour chacune des catégories. Ensuite, elle va imaginer le discours et le besoin que ce segment a. Elle va donc créer un discours et un produit. Donc la spécialité de Mutandis, c'est clairement le marketing stratégique, segmentation, choix des segments adaptés pour nous, des segments qui ne sont pas pour nous, conception du message et du produit qui est le plus adapté à leurs besoins. Ensuite, l'autre grande spécialité, je dirais, c'est la distribution à l'épicier, la vente à l'épicier, dans un pays où le commerce est essentiellement fait par l'épicier, à 85% par rapport au pays où c'est plutôt supermarché, hypermarché, GMS, distribution moderne. Donc, ce n'est pas le cas du Maroc. Le Maroc, la bataille, c'est l'épicier. Et donc là-dedans, on a une spécialité. Ça prend beaucoup de temps à construire. Ça prend 10 ans, 15 ans pour mailler le territoire et construire des relations personnelles avec les épiciers, sachant que le nombre d'épiciers augmente encore. Dans tous les nouveaux quartiers, bien sûr, périphériques, les villes grandissent, l'exode rural se poursuit encore au Maroc, il n'est pas fini. Et donc les quartiers périphériques voient leur naissance d'épiciers avec des nouveaux épiciers à développer, etc. Ouais. Et ça, on va y revenir, mais là, tu parlais du Maroc, mais vous êtes aussi présent à l'international, avec Mutandis, qui est une partie importante. Oui, alors la moitié du chiffre d'affaires de Mutandis, la moitié est faite au Maroc. Pour schématiser, un quart aux États-Unis et l'autre quart en Afrique et un tout petit peu en Europe de l'Ouest. Un tout petit peu en Europe de l'Ouest. On va dire un quart en Afrique, un quart aux États-Unis, un petit chouïa en Europe de l'Ouest et une moitié au Maroc. D'accord, ok. On va revenir sur tout ça pour comprendre comment vous avez développé ces entreprises-là depuis leur création. Moi, j'aimerais revenir un peu tout au début et ensuite revenir sur cette histoire-là. Alors, c'était qui Adil Douili, disons, après le bac ou en tout cas au début des études? Comment tu as choisi tes études? Comment tu as choisi peut-être tes premières expériences professionnelles? Quel était un peu le contexte à ce moment-là? Moi j'ai toujours été plutôt passionné de sciences, de maths, comme tous ceux qui ont fait les grandes écoles, ou comme tous ceux qui ont fait les classes préparatoires en maths.
Donc j'aimais les maths, j'aimais la physique, donc je me suis retrouvé en maths sup et en maths spé de façon naturelle. Ensuite, les écoles dans le système français, c'est un peu un tirage au sort, quoi. Hein. On a celle-là, on n'a pas celle-là, on a celle-là, Oui, on n'a pas celle-là. Le classement est naturel, donc en général, on ne peut pas dire vraiment qu'on a choisi. Voilà, on n'a pas choisi. Donc l'école des ponts, pourquoi pas. Et ensuite, donc j'ai fait 3 ans à l'école des ponts, et après j'ai considéré que la partie maths, physique, ingénierie, mécanique, résistance des matériaux, aérodynamique, mécanique des fluides, tout ça c'était bien, j'avais bien compris, et qu'il me fallait une couche de finance. Donc la couche de finance, c'était soit un MBA, mais on ne peut pas faire un MBA en sortie d'école, on est tout jeune, moi à 18 ans j'étais au pont. Donc je suis sorti des... À 18 ans ? Ouais, j'ai eu mon bac à 16 ans. Donc, bac à 16 ans, je suis intégré en 3,5, 18 ans j'étais au pont, 21 ans j'ai quitté les ponts. Donc trop tôt pour faire un MBA, ça n'a pas de sens aux États-Unis. C'est pas ce qui est recherché, disons, comme typologie d'étudiant. Donc je me suis dit que j'allais faire de la finance sur le terrain, d'où mon job de portfolio manager. Parce qu'il y avait quand même marché américain. Une composante, disons, analytique. En plus non. D'abord, la finance, pour moi, était une couche, un complément de formation nécessaire, indispensable pour la vraie vie, pour la vie réelle, n'est-ce pas ? Pour être polyvalent, pour pouvoir être un entrepreneur, pour diriger des entreprises, pour avoir des jobs un peu polyvalents, plutôt que d'être un ingénieur de production pur. D'ailleurs, comme tu le sais bien, les grandes écoles d'ingénieurs françaises ne forment pas des ingénieurs de production, ils forment des managers polyvalents. Oui. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas assez de finances dans les écoles. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Hein. Je pense qu'en particulier, par exemple, les ponts, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est plutôt une des écoles, en tout cas d'ingénieurs, qui ont un cursus de finance qui est très avancé. C'est ça. En finance de marché. Il y a même des étudiants d'école de commerce qui vont au pont pour faire les masters de finance des ponts. Donc ça a évolué, mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, c'était pas du tout le cas. Vraiment, c'était pas du tout le cas. Et donc, c'est à la Banque Paribas que j'ai appris en lisant, sur le tas, quoi, en lisant les bouquins et en regardant quelles étaient les théories du moment. Chez Paribas, tu as été gérant de portefeuille. Alors, en général, j'ai été assistant de portefeuille, ensuite j'ai été gérant de portefeuille. En général, on confond banquier, gérant de portefeuille, trader. Il y a beaucoup de termes et finalement, c'est des fonctions, des métiers qui sont différents. Donc ton rôle était sur les marchés financiers, plutôt aux États-Unis. Action américaine. Action américaine. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait Qu'est-ce que c'est qu'un gérant de portefeuille ? Exactement. Voilà, il y en a aujourd'hui au Maroc, partout, dans toutes les filiales de banques ou dans les sociétés indépendantes non filiales de banques. Donc un gérant de portefeuille, c'est quelqu'un qui se voit confier un fonds. Un fonds, c'est une personne morale avec de l'argent mis par plein d'épargnants, plein de clients. Et ce fonds-là a un objectif. Un objectif, ça peut être de battre ou de faire mieux que tel indice, de faire mieux que telle bourse, de faire mieux que la moyenne des actions de tel pays, ou de faire mieux que la moyenne des actions de tel continent, ou de faire mieux que la moyenne des pays émergents. Donc chaque fonds a un objectif, et le gérant choisit les actions dans lesquelles il va investir de façon à essayer de délivrer l'objectif qu'on lui a confié, et qui est de faire mieux qu'un indice de référence, tout en réduisant au maximum la volatilité et la prise de risque dans sa compétition contre l'indice qu'on lui a confié. Et donc construire un portefeuille plutôt sur le moyen long terme et qui soit cohérent. Avant de revenir au Maroc sur ces quelques années-là, est-ce qu'il y a des moments marquants ou une anecdote qui te revient, qui était vraiment un moment marquant de ton expérience chez Paribas ? Il y a une partie de mon travail qui consistait à investir dans des petits fonds de petites sociétés, petite taille américaine, donc avec un indice qui était l'indice plutôt Nasdaq à l'époque. Et donc ça, c'était très différent d'investir dans les grandes sociétés américaines. Investir dans les grandes sociétés très connues, très couvertes par beaucoup d'analystes, bien compris, bien suivis, nécessite une approche assez mathématique et assez statistique, en finalement négligeant la particularité des objets et en les traitant comme des objets financiers plutôt qu'en regardant le détail du cœur de l'entreprise
tellement il n'y a rien à apprendre de plus que les autres dans ce domaine-là. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'analystes qui ont fait le travail. Voilà, donc il y a tellement d'infos qu'on peut traiter ça de façon assez mathématique et construire des portefeuilles qui ont des espérances de rentabilité et de volatilité qui sont en ligne avec les objectifs assignés au fond. Par contre, pour les toutes petites sociétés, il n'y a pas d'informations. Elles sont peu couvertes, presque pas couvertes. Donc c'était passionnant pour moi de les couvrir moi-même. Donc je me transformais en analyste financier, c'est-à-dire que j'allais visiter, je faisais le tour des États-Unis, des États, de la campagne américaine, partout. Ils ne sont pas dans les grandes villes, ils sont partout, dans le Midwest américain, dans les États du Sud américains, bien sûr en Californie. Donc ça, j'ai un souvenir extrêmement enrichissant. Voilà, faire le tour des États-Unis, rencontrer... En allant vraiment... en passant une journée avec un chef d'entreprise, une demi-journée, à poser des questions, à visiter les sites, à réfléchir. Donc ça, c'était passionnant et j'ai beaucoup appris. Très intéressant. Voilà. Et évidemment, les autres souvenirs un peu marquants, c'est les souvenirs où il y a eu des grosses crises violentes 1987, avec des perturbations, des simili-crashs, des paniques, des choses jamais vues par les gens qui travaillaient en ce moment-là, sûrement déjà vues par des gens qui étaient morts ou qui avaient quitté les marchés 100 ans avant, mais qui... Là, tu penses au crash je pense à 87, 89. On en a eu en 87, on en a eu en 89. C'est ce que j'ai vécu, moi, le plus. Je ne l'ai jamais vécu, mais j'imagine la première fois, ça doit être particulier, parce que c'est une journée pas comme les autres. Ouais, c'est une journée où les marchés arrêtent de fonctionner, en fait. C'est une journée où on ne peut plus rien faire. À partir d'un moment, on ne peut plus ni vendre, ni il ne se passe plus rien. C'est un dérèglement des marchés. C'est une espèce de panique, oui, c'est ça. C'est des ordinateurs qui déclenchent des programmes de vente, Donc les gens assistent impuissants. Parce que ça arrive à des seuils, et donc il y a des ventes automatiques. Exactement. Ouais. Exactement. Et à l'époque, il n'y avait pas de coupe-circuit, c'est-à-dire on ne débranchait pas les ordinateurs à partir d'un certain montant de baisse. Aujourd'hui, il y a des coupes-circuits. Quand les marchés dysfonctionnent à ce point, on arrête le marché. C'est ça. On enlève les ordinateurs, on laisse les gens traiter manuellement ou on ferme un peu tôt dans l'après-midi pour laisser les gens se calmer et se reposer. Ouais. C'est vrai qu'on a même vu des marchés qui ferment pendant des périodes... pour rééquilibrer les carnets d'ordre et de vente, pour que les gens aient le temps de passer les ordres d'achat. Donc voilà, donc ça c'était des souvenirs marquants. Très intéressant. En 1992, je crois, tu rentres au Maroc et tu fondes, dans la foulée, tu crées CFG. Est-ce que tu es rentré en sachant déjà que tu allais créer une banque d'affaires ? Bien sûr. Comment ça s'est passé ? Oui, bien sûr. La chute du mur de Berlin en 1989 a conduit la Banque Paribas à créer une petite banque d'affaires toute légère en Hongrie, à Budapest, qui s'appelait Magyar Paribas. Et donc c'est simplement sur ce modèle-là qu'il m'est apparu qu'on pouvait faire la même chose au Maroc aussi facilement, que la Hongrie n'était pas du tout plus développée que le Maroc en 1989. Et donc c'est un projet que j'ai proposé à des copains, des amis à moi, en leur disant si on faisait une petite banque d'affaires avec Paribas au Maroc, est-ce que vous seriez partant ? Donc certains m'ont dit oui, d'autres m'ont dit non. Donc on s'est retrouvés finalement à deux personnes physiques et la Banque Paribas à laquelle j'ai proposé l'idée, qui a dit oui, je viens avec vous, mais en minoritaire, c'est votre projet, je serai minoritaire. Et ensuite, on a convaincu une autre banque parisienne qui était la compagnie financière Edmond de Rothschild. Okay. Et ensuite, on est rentré au Maroc et on avait besoin d'institutionnels marocains dans le tour de table. Pour une banque d'affaires, il vaut mieux avoir de la connexion, du carnet de relations, tout ça. Donc, on a eu une banque qui n'était pas la plus grande à l'époque, mais qui l'est aujourd'hui, qui à l'époque s'appelait la Banque commerciale du Maroc. Mais qui était dynamique et moderne, qui nous a accompagnés. Et on a eu une compagnie d'assurance qui est la Royale Marocaine d'Assurance, qui aujourd'hui est la maison mère de BMCE, de BOA. Donc voilà, les fondateurs, c'était Banque Paribas Rothschild, deux personnes physiques, Banque commerciale du Maroc et Royale Marocaine d'Assurance. Donc là, il faut encourager nos amis étudiants ou professionnels à l'étranger quand ils rentreront au Maroc. Il faut les encourager à ne pas hésiter à construire des tours de table qui privilégient le succès du projet plutôt que le pourcentage que eux détiennent dans le projet. Quand on a une idée, on peut la faire tout seul et on a 100% du capital. Et on est content et on a 100% du capital. Quand on veut être sûr que son idée réussisse, il vaut mieux donner 15% ici et 20% ici et 15% ici, quitte à démarrer le projet avec
une position minoritaire. Mais c'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu de contrôle dans des projets. C'est pas un projet qui démarre, c'est d'abord, il doit démarrer, il doit montrer qu'il peut exister. Il vaut mieux Voilà. 20% de quelque chose de grand que, Exactement, bien sûr. que 100% et ne pas y arriver. Et comment ça se passe? Parce que là, tu as moins de 30 ans, je pense, et tu arrives à convaincre Paribas de te suivre et des personnes au Maroc. Donc, comment tu réussis à avoir ces personnes-là, à les convaincre? Comment ça se passe? Paribas, c'était naturel, c'était leur métier, n'est-ce pas? Donc ils ont compris, j'ai fait un topo sur le marché marocain, le programme de privatisation qui démarrait, les futures lois qui créaient le Conseil des valeurs mobilières, Conseil déontologique des valeurs mobilières, c'est-à-dire l'agence de régulation, qui créait une bourse moderne, qui créait des OPCVM, SICA, fonds communs de placement. Il y avait tout un travail législatif qui démarrait, vraiment. Qui a abouti en 93. Donc on était à 1 an ou 2 ans de l'aboutissement du travail législatif. Et ensuite, donc Paribas, c'était facile. Rothschild, c'est pas moi qui m'en suis chargé, c'est plutôt mon ami personne physique qui est venu avec moi. Et puis les institutionnels marocains, je pense qu'ils y ont vu une expérience peu coûteuse. N'est-ce pas? Ils n'ont pas mis beaucoup d'argent, on n'avait pas besoin de beaucoup de capital pour démarrer. C'était surtout du conseil au début. C'est ça, c'était aussi ma question. Vous avez commencé parce que parfois, quand on dit banque d'affaires, il y a le côté conseil financier, donc conseil comme une société qui fait du conseil, je sais pas, en stratégie, en management, mais pour le coup financier. Exactement. Et après, dans banque d'investissement, il y a aussi d'autres métiers type financement, etc. Donc, ma question, c'est, vous commencez avec cette partie-là, conseil financier, uniquement, ou déjà avec d'autres... Non, parce qu'il fallait attendre la réglementation. Nous, on a suivi la réglementation. À chaque nouvelle loi, on a ouvert un métier sous l'encadrement et l'agrément et la licence de ce nouveau métier, n'est-ce pas? En Europe et aux États-Unis, on n'y pense pas parce que tout ça existe depuis très longtemps, mais tous ceux qui exercent ont une licence, sont professionnellement encadrés parce qu'il y a un texte de loi, parce qu'il y a des décrets, parce qu'il y a des dispositifs réglementaires. Nous, au Maroc, il n'y avait rien. Donc, on a démarré avec la partie qui n'était pas réglementée, qui était la partie conseil. Conseil en privatisation, conseil en fusion-acquisition. On a démarré par ça plutôt. Et le programme de privatisation nécessite des banques d'affaires, nécessite des conseillers. Avant de revenir à cet épisode, je voulais vous partager une expérience personnelle. Après avoir vécu à l'étranger, j'ai dû pour la première fois chercher du mobilier au Maroc. J'ai d'abord pensé aux grandes marques internationales, mais on m'a recommandé une marque de mobilier de qualité et fait au Maroc. Cette marque, vous en avez sûrement entendu parler, c'est Sketch Design. J'ai visité leur magasin et j'ai été très agréablement surpris. Ils proposent de la super qualité et à des prix franchement très abordables. Sketch, c'est aussi la plus grande usine de mobilier au Maroc, capable de produire de la qualité à prix compétitif. Et ils sont engagés pour le Made in Morocco. J'ai tellement aimé la marque que j'ai contacté les fondateurs et comme ils ont adoré le podcast, ils ont voulu nous soutenir. Ils ont décidé de proposer à tous nos auditeurs moins 15% sur tous les produits Sketch. Il vous suffira de donner le code NEXTWAVE en magasin. C'est valable jusqu'au 31 mars 2025. Donc allez découvrir tout ça par vous-même dans les magasins Sketch. Ils sont présents à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger. Allez aussi sur le site internet sketch-design.ma. Et pourquoi avoir choisi ce type de business dans le sens où... Moi, je trouve que c'est un business plutôt très compliqué dans le sens où, en termes de business model, le conseil financier, c'est plutôt souvent payé au success fee. Donc c'est souvent payé à la mission, mais à la réussite de la mission. C'est des missions qui sont longues. Donc finalement, c'est un business qui est assez compliqué, en fait, je trouve, comme business à lancer. Quelle était, toi, ta démarche pour... Oui, mais une banque d'affaires, c'est plusieurs métiers qui s'équilibrent les uns les autres. Là, tu fais référence au métier de conseil qui est payé au success fee, mais le broker, c'est pas du tout ça. L'asset manager, c'est pas du tout ça. D'accord. Donc nous, on était parti construire une banque complète. Donc il y avait ça aussi dès le début, d'accord. Ah oui. Il y avait tous les métiers de la banque d'affaires à l'anglo-saxonne, les uns après les autres. Simplement, c'est impossible de démarrer tous en même temps parce qu'il fallait attendre la réglementation. Je comprends. Non. On faisait un petit Paribas. Paribas avait aussi la banque commerciale en plus. Donc Paribas, c'est le CFG d'aujourd'hui, on va dire. À l'époque. On faisait un petit Salomon Brothers ou un petit Goldman ou un petit Lehman ou un petit Morgan ou un petit, n'est-ce pas de banque commerciale, mais tous les autres métiers. Le broker, l'asset manager, le M&A, advisory service, le custodian, parce que la société de bourse avait le droit d'être custodian. C'était déjà la vision, mais après, Après, ça a été... On a fini de créer les métiers en 7 ans.
En 1999, on avait mis en place les 4 ou 5 métiers complets. Et justement, donc, depuis la création de CFG, ça a été quoi les grandes étapes qui ont permis à chaque fois de passer des paliers et de passer à l'étape suivante? Les lois. C'est les lois. Ouais, c'est les bouleversements réglementaires. Comme dans les télécoms. Quand on libéralise les télécoms, on crée la NRT, le régulateur, Oui. on donne des licences. Ouais, avant, on peut pas. Avant, il y a Maroc Télécom et puis c'est tout, quoi. Okay. Donc, comme dans les télécoms, dans les services financiers, il y a des lois qui sont venues mettre un régulateur, donner des licences à des professionnels, les mettre en concurrence sur des métiers. Et en même temps, il faut qu'il y ait des clients de l'autre côté. Donc, la maturation du tissu, la privatisation, les introductions en bourse par l'État, par les privatisations, tout ça, ça fait des clients à mettre en face des professionnels qui se créent et qui se concurrencent. Okay. C'est ça, moi je pense que c'est ça les grandes étapes. En parallèle du développement de CFG donc dans les années 90, donc forcément tu participes aussi à ces réflexions-là sur le développement du contexte législatif, etc. Jusqu'à être nommé aussi en tant que ministre en 2002, oui. en tant que ministre du Tourisme. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu as toujours été engagé, politisé, etc. Dans quel contexte tu es devenu ministre en 2002 ? Comment ça s'est passé ? Oui, moi j'ai une famille qui est très politisée, donc j'ai grandi là-dedans, on peut dire. Ensuite, en 2002, ben, le Premier ministre qui formait son gouvernement, je pense, voulait dans les secteurs productifs. Voulait des gens jeunes, plutôt avec une expérience du privé, plutôt que des purs professionnels de la politique au quotidien. Il voulait un gouvernement qui délivre des programmes. C'était aussi le premier gouvernement de l'arrivée du nouveau souverain, c'était 2002. Et donc, il y avait aussi la recherche de gens jeunes, je crois, dans ce gouvernement. Donc l'âge était un critère d'équilibrer entre des gens jeunes et des gens plus âgés. Et aussi d'avoir des gens avec une capacité à délivrer concrètement des programmes chiffrés, on va dire. Donc ça s'est fait comme ça, et le tourisme, c'est l'un des grands secteurs productifs du Maroc. C'est le deuxième secteur exportateur, je pense, du Maroc. Le premier, ça doit être maintenant l'automobile. Le deuxième, ça doit être le tourisme. Le troisième, ça doit être les produits, les engrais, les engrais et transformation de la roche de phosphate, et produits dérivés du phosphate, qui doit être troisième derrière le tourisme et derrière l'automobile. Mais si vous calculez le contenu en importation de l'automobile, alors clairement le tourisme est premier de loin, parce qu'il n'y a pas de contenu en importation de chaque exportation. En net, oui, on va le rajouter. Export moins import. Exactement. Ouais. Donc de loin, le tourisme est imbattable. Si vous voulez vite équilibrer votre balance des paiements, c'est le tourisme et l'offshoring qui sont les métiers qui vont le plus vite dans l'équilibre de la balance commerciale. Les autres, ils créent de l'export, mais malheureusement, ils créent aussi de l'import. Forcément. Et alors, ces années-là, en tant que ministre du Tourisme, c'était quoi un peu les grands chantiers sur lesquels tu as travaillé ? C'était tout. Là, on a vraiment mis tout à plat. On a structuré comme l'aurait fait un consultant. Voilà, on a dit les grands chantiers pour les grands projets, pour tel segment. On a fait des études stratégiques de segmentation du consommateur européen. Quels sont les segments de consommateurs, lesquels ne viendront jamais au Maroc, lesquels sont prédisposés à venir au Maroc, lesquels pourraient mais ne viennent pas parce qu'il manque. Donc on a fait études France, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne. On revient à l'analyse par segment dont tu parlais. On a segmenté, choisi des segments de clients. Et vous avez visé des marchés qui n'étaient pas visés avant, par exemple ? Non, si, bien sûr, on a visé les marchés les plus faciles, donc qui étaient spontanément déjà là. Donc, et le tourisme, c'est un métier de voisin. Le premier client de l'Allemagne en tourisme, c'est la France. Et le premier client de la France, c'est l'Allemagne. Et donc, c'est un métier de voisin. Le Maroc n'a pas l'Algérie, n'a pas la Mauritanie. Donc, le Maroc est un peu comme une île. Et ses voisins sont l'Espagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc voilà les grands marchés émetteurs qui étaient déjà là. Et c'est sur cela qu'il fallait affiner la segmentation. Y compris dans ces pays-là, pour savoir quel... Oui, parce que le nombre était ridicule. Quel segment on va En 2002, on avait 4,5 millions d'entrées aux frontières de non-résidents. Et il y avait une vision 2010 à 10 millions. Ouais, passer de 4 à 10.
Et donc 4 millions, c'est ridicule ce que je veux dire. Donc même dans ces marchés-là, il y avait un Là, il y a eu travail des chiffres de récemment, je sais segmentation. plus, c'était 17 millions, je crois. Ouais, 16 j'espère cette année. 16 millions, je crois, cette année. Ouais, j'espère. Un peu plus que 16, oui. Donc c'était 4, je suis parti, c'était 8. En 2010, on était à 9 et quelques, 9 epsilon. Ouais, okay. C'est ça. Et en 2024, on est à 17. Donc tout ça, c'est que le début d'une longue aventure. Et encore une fois, en export net, le tourisme est celui qui nous aide à combler le déficit de la balance des paiements. Et donc, il faut mettre vraiment beaucoup d'infra. Le tourisme, c'est un métier d'infra. Il faut mettre de l'infrastructure, il faut mettre du produit. C'est le produit, c'est comme les cimentiers. Vous créez une cimenterie, vous finissez par prendre une part de marché c'est et l'offre la d'abord. développer. C'est l'offre d'abord. Ça paraît bizarre, on se dit non, il y a déjà beaucoup d'offres et tout. Si vous ajoutez de l'offre, les gens souffrent un peu au début, mais ils finissent par on le voit dans des villes qui deviennent de nouveaux. Voilà. Non, et puis il y a un paradoxe qu'il faut gérer, c'est que les opérateurs existants vous disent ça suffit l'offre. Et c'est normal, vu de leur point de vue, c'est normal, d'accord. Mais l'État, lui, il n'a pas le même horizon. L'État, il sait qu'en doublant l'offre de lits, il va créer des opérateurs qui vont aller déployer toute leur énergie, tous leurs efforts pour signer des transactions, pour remplir leurs hôtels, ça va aller en plus de ceux qui existent déjà. Peut-être qu'ils prendront un peu de clients de ceux qui existent déjà. Mais à la fin, la somme pour le pays Maroc. Bien sûr. Donc les additions de capacité sont quelque chose de permanent. Il faut doser peut-être pour ne pas faire craquer de désespoir tous les opérateurs déjà existants qui pensent qu'on va les concurrencer avec les nouveaux produits, les nouvelles capacités. Mais il faut le faire quand même, en dosant. Donc, et donc avant ça, tu avais plutôt des expériences dans le privé. C'est quoi les apprentissages que tu as eus, les difficultés sur cette période-là ? On n'a pas eu beaucoup de difficultés, honnêtement. On avait un gouvernement assez compact, on avait un Premier ministre qui était présent toute la journée du matin au soir. Il suffit d'avoir quelqu'un qui arbitre au quotidien. Un gouvernement, c'est comme une entreprise. Le directeur du marketing, il veut blanc. Le directeur financier, il dit non, il faut noir. Le directeur de prod, il dit je peux pas. Et je sais pas quoi. Donc le rôle du directeur général, c'est un peu d'arbitrer au quotidien, de dire c'est pas grave, on va faire un sacrifice ici, ça on va pas le faire maintenant, ça on va le déprioriser, ça on va prioriser. Donc dès lors que dans un gouvernement, vous avez un Premier ministre qui est vraiment arbitre au quotidien, plusieurs fois par jour, qui fait des réunions d'arbitrage entre les différents départements. Ça avance finalement comme une... ça débloque, quoi. Ça débloque, on avance, ça débloque, on avance, on dit c'est pas grave, on avance, on dépriorise. Sinon, chacun reste campé sur ses positions légitimes, vues de son côté, comme dans une entreprise. Donc il faut avoir la vision. Ouais, et nous, c'était bien. On avait un gouvernement rapide, efficace, grâce au Premier ministre qui était pragmatique et très présent et très efficace, je pense. Okay. Donc on n'a pas souffert, c'était plutôt bien. Après cette période-là, en 2008, tu as été ministre de 2002 à 2007. Ouais. On reviendra aussi sur l'histoire de CFG, mais en 2008, tu crées Mutandis. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu crées une seconde société ? Pourquoi ce secteur en particulier ? Alors j'avais vu quelque part que lors de ton expérience sur les marchés financiers aux États-Unis, tu avais vu ces entreprises finalement dont tu parlais tout à l'heure, les Unilever, etc. C'est pas un bon exemple, mais je veux dire des entreprises aux États-Unis de produits de grande consommation qui étaient des stars des marchés financiers. Pourquoi ? Exact. Parce que stable, etc. Mais voilà, c'était quoi le contexte ? Qu'est-ce qui a fait que tu as créé déjà cette deuxième société ? Parce que tu avais déjà une entreprise qui se développait, etc. Et pourquoi ce secteur en particulier ? Alors, le projet de créer une Mutandis est un projet qui précédait mon départ pour le gouvernement. D'accord. Simplement, je n'ai pas eu le temps de le mettre en œuvre. D'accord. Voilà, okay. Donc je l'ai travaillé, disons, en 2000, 2001, 2002, avant d'aller au gouvernement. Donc en quittant le gouvernement, il a démarré naturellement. Deuxièmement, il faut regarder des graphiques boursiers de long terme. Il faut regarder des graphiques à 40 ans ou à 50 ans ou à 30 ans pour voir la différence de rentabilité sur plusieurs décennies. C'est pas intéressant sur 1 an ou 2 ans ou 5 ans. Il faut regarder 30 ans. Entre une société cyclique qui dépend de l'économie, qui dépend des cycles de l'économie, et une société pas cyclique qui est linéaire et qui progresse avec la démographie et la hausse du pouvoir d'achat moyen. Quand on regarde des graphiques sur 30 ans, c'est spectaculaire. C'est vraiment frappant et on comprend avec une vue d'hélicoptère. On comprend que donc si on prend les entreprises aux États-Unis, si on prend General Motors, si on prend General Motors,
vous allez avoir quelque chose qui va faire $5, $20, $20, $5, $5, $20. Et ça va durer 50 ans. 50 ans. Bien sûr, si quelqu'un investit à $5 et vend à $20, eh ben, il est champion du monde et il a gagné de l'argent et tout. Mais si quelqu'un considère que ça fait partie de son patrimoine et qu'il doit le garder pendant 30 ans, il ne va rien gagner. Rien. La pente moyenne est totalement horizontale. Okay. Horizontale. Ensuite, si vous regardez des produits qui... Ou sous l'inflation, quoi. Enfin, Ouais. Je les ai pas sur moi, ces graphiques, mais c'est facile à obtenir maintenant avec Internet. Ensuite, si on regarde des produits de grande conso ou des choses qui sont liées aux consommateurs du quotidien, j'inclus là-dedans des Walmart ou des chaînes de supermarchés généralistes qui vendent des produits du quotidien ou des entreprises qui fabriquent comme Mutandis ou comme Kraft ou Colgate des produits du quotidien. Et là, vous avez des courbes qui ont des pentes très positives, qui sont égales à, 10-12% l'an, composées sur 30 ans, 40 ans, et par les miracles de l'arithmétique, la composition des performances moyennes est relativement élevée, donne des chiffres ahurissants. Ça double tous les sur 5, le long 6, terme. 7, 8 ans. C'est ahurissant. Donc sur 40 ans, ça fait des graphiques, il faut une échelle exponentielle. On ne peut même pas le lire sur une échelle linéaire, le graphique. Il sortirait de la page. Donc ça m'a frappé quand je travaillais sur les marchés américains, en me disant, moi, les sociétés cycliques, jamais. Et ensuite, Mutandis avait sa place au Maroc parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Mutandis. Donc ça me paraissait une bonne idée de créer une société très prévisible, avec des cash flows récurrents. Voilà, c'était prévisibilité, récurrence des cash flows qui était le mot-clé de Mutandis. Okay. Et donc voilà les raisons pour lesquelles elle a été créée en 2008. D'accord. Et finalement très différent de CFG, donc il y a une espèce de complémentarité de ton côté. Et ensuite, c'était quoi les étapes du développement de Mutandis ? Pourquoi je demande ça ? Parce que vous avez commencé vous avez commencé à réfléchir à l'entrée en bourse, je crois, en 2015, et ça s'est fait quelques années plus tard, mais finalement, commencé à y réfléchir peut-être même avant 2015, j'imagine. Peut-être. Dès la création ? Voilà, mais vous avez vraiment commencé une démarche peut-être en 2015, et finalement, c'était que 7 ans après la création, ce qui est vraiment peu de temps. Ça va, c'est bien. Donc, quelles étaient les étapes du développement de l'entreprise ? Alors, Mutandis, dès le début, dans sa charte de constitution qu'elle a présentée aux actionnaires, puisque Mutandis, comme CFG, je l'ai créé en étant un petit actionnaire, c'est pas ? En réunissant le maximum d'actionnaires possible, donc par définition en n'ayant pas 100% ni 50% du capital, dès le début, dès le premier jour. Et de ce fait, il y avait une charte qui expliquait ce qu'on allait faire, la stratégie pour que les gens investissent ou n'investissent pas à mes côtés comme ils le souhaitaient. Et dans cette charte-là, on expliquait que nous allions procéder au début essentiellement par acquisition. Qu'on allait acheter soit des entreprises en difficulté, toujours dans les mêmes secteurs, toujours dans les produits de grande conso, dans des choses qui sont prévisibles, liées aux consommateurs et à la consommation des ménages. Donc, des producteurs. Pas de B2B, donc du B2C, des fabricants de B2C. Qui ont des marques. Avec marque ou potentiel de marque. Ou potentiel de marque. Voilà, donc au début, on a acheté soit des sociétés en difficulté, soit des sociétés familiales héritées, des héritages où les héritiers ne sont pas intéressés par le métier de la génération précédente. Ensuite, on a fait du greenfield. Une fois qu'on avait une masse critique suffisante, on a commencé à créer de zéro des marques, créer de zéro des usines, plutôt que de les racheter. Donc soit développer des nouvelles marques avec ce tissu industriel que vous avez acheté, soit vraiment construire tout. De la fabrication. L'usine, la marque, tout de zéro, des vrais greenfield complets. Mais ça, il ne faut pas le faire au début, c'est trop long. Sinon, la rentabilité tarde à venir. Et puis ensuite, on s'est mis à acheter des filiales de multinationales ou des filiales de fonds de private equity. Mais qui étaient prévues dès le début. On a dit soit des sociétés en difficulté, soit des filiales, soit des sociétés familiales dont les héritiers ne veulent pas, soit des filiales de grands groupes trop petits pour eux, qui veulent se recentrer absolument, grands groupes marocains ou multinationales, qui décident que le Maroc ne les intéresse plus, par exemple. Donc ça a été la façon dont Mutandis s'est construite progressivement. Ok. Jusqu'à l'introduction en bourse en 2018. Oui. Avant ça, il y a eu
un débat sur la forme juridique Oui. de l'entreprise. Oui, Je pense que c'est intéressant d'en parler parce que je Oui, pense qu'il n'y a pas très. beaucoup de. Alors, donc C'est un sujet pointu, quoi. le sujet, donc, c'est que. Ouais. Corrige-moi si je me trompe, mais donc Mutandis, c'est une société en commandite par action. Oui. C'est-à-dire que c'est une société anonyme, Oui. mais il y a un rôle spécial du commanditaire, Commodité. Oui. qui, quelle que soit la détention qu'il a au capital, a un rôle particulier Oui, dans absolument. l'entreprise. Alors, d'abord, le projet Mutandis est un projet d'une société en commandite par action, c'est-à-dire, c'est exactement la traduction du partnership américain. Donc, dans les partnerships américains, dans les fonds d'investissement américains, on a toujours un ou plusieurs qu'on appelle le general partner, c'est celui qui gère par les statuts, et un certain nombre de limited partners, qui sont ceux qui apportent l'argent. Ce sont les capitalistes, si vous voulez. Donc il y en a un qui apporte son savoir, on l'appelle le general partner, et il y a des gens qui apportent leur épargne, on les appelle les limited partners. Limited parce que leur responsabilité est limitée à leur apport, comme dans n'importe quelle société anonyme, n'est-ce pas ? Ils ne peuvent pas perdre plus que ce qu'ils ont apporté. Et l'autre, le pauvre, le general partner, lui, il peut perdre toute sa fortune personnelle, puisqu'il est responsable sur ses biens personnels des dettes du fonds, de la société. Donc le partnership est une forme hyper répandue dans le monde anglo-saxon. Elle est quasi systématique. La plupart des projets d'investissement sont des partnerships avec un ou plusieurs general partners, qu'on appelle le commandité chez les Français, et plein de limited partners, qui sont les investisseurs, les actionnaires, les limited, que les Français appellent commanditaires. Voilà, donc Mutandis, ce n'est pas autre chose qu'une partnership, avec le but de la coter en bourse pour donner de l'exit aux investisseurs du premier jour. Si vous ne cotez pas en bourse, ils n'ont pas comment sortir. Parce que Mutandis a une durée de vie perpétuelle. Ce n'est pas un fonds qui doit démarrer puis se liquider au bout de 10 ans. C'est un groupe industriel. Les fonds qui ont pérenne. investi doivent aussi sortir, parce que c'est le cycle les de vie les family office, friends and family, tout ça. Et quand on arrive à une certaine taille de fonds qui rentrent, l'exit, c'est pas un autre fonds, c'est la bourse. C'est la bourse. Bien sûr. Donc l'exit, c'était la bourse. Et donc dès le début, c'était société en commandite, à coter en bourse. Donc on s'est coté en bourse en 2018. Alors la difficulté qu'il y a eu, c'est qu'au Maroc, c'était la première. Et quand c'est une première, il faut expliquer assez longuement. Et ça existe par contre à l'international. Oui, bien sûr. C'est bien connu à l'international. Il y en a plein de côtés, notamment en France, puisque c'est une forme assez française. Et en France, les boîtes sont très célèbres qui ont des commandites. C'est Hermès, qui est une belle société en commandite, où la famille se protège des OPA de monsieur Bernard Arnault, en créant des commandites. Et la plus célèbre de toutes, c'est Michelin. Michelin est le leader mondial diplomatique, mais la famille Michelin est commanditée depuis la création de Michelin. Donc voilà, donc cette forme, il faut l'encourager au Maroc, il faut la pousser très fort et l'encourager, parce qu'elle permet de déconnecter l'ambition de taille, de grandir, d'investir, de créer des emplois, de construire des usines. Elle permet de déconnecter l'ambition du patrimoine du fondateur. Et rares sont les fondateurs qui sont capables, à titre personnel, d'avoir le patrimoine suffisant pour développer quelque chose de grande taille. Oui, ce que tu veux dire, c'est que souvent, il y a un frein à rentrer en bourse qui est la perte du contrôle. Ou un frein même à grandir avant la bourse. Même entre l'année 1 et l'année 7. Et donc, c'est une réponse à ça, à la perte du contrôle. À quelle taille ? Parce que faire rentrer des fonds ou rentrer en bourse, forcément, souvent, on sent tout 50% de détention du fondateur ou de la famille. Oui. Et donc là, c'est une réponse à cette question-là. C'est une forme parfaitement adaptée au capitalisme familial. Les gens qui ont peur de perdre le contrôle. Capitalisme familial marocain, mais à condition d'avoir de l'ambition. Si on n'a pas d'ambition, c'est pas la peine de faire une société en commandite, n'est-ce pas ? On garde sa petite société anonyme, on grandit pas, on est content, on reste comme on est. Mais si on a de l'ambition de créer des emplois, de créer des usines et de créer de la valeur, beaucoup, de grande taille, alors la commandite est parfaite pour ça. Et maintenant que Mutandis a ouvert un peu le chemin à la bourse de Casablanca, je pense que ça se ferait automatiquement. Il n'y a pas de raison. Mais il faut. Enfin, c'est une très belle forme. Elle n'est pas bien comprise, pourtant elle est très simple. En restant sur ça, parce que ce soit par Mutandis, donc que vous avez coté en 2018, CFG que vous avez coté en 2023, mais même avec les activités de conseil de CFG qui accompagnent des entreprises
à faire des cotations et je pense que vous accompagnez une bonne partie des cotations en bourse actuellement. Comment tu as vu le développement de ça, c'est-à-dire de la cotation en bourse des entreprises au Maroc? Est-ce qu'il y a de plus en plus de volonté d'aller vers la bourse ou de commencer une dynamique vers la cotation? Et voilà, quelle est ta vision de cela? Je suis plutôt optimiste, je dirais, avec un optimisme modéré. Je suis optimiste parce que le changement de génération, le rajeunissement, la preuve par l'exemple, qu'on peut ne pas perdre le contrôle, que c'est pas grave de publier ses chiffres, que non, ça n'apporte rien de plus à la concurrence que vous publiez vos chiffres ou que vous ne les publiez pas. Enfin, il y a plein d'idées qui sont en train d'être comprises par les gens, par l'exemple, n'est-ce pas? Par des boîtes qui s'introduisent en bourse, qui publient, et qui, malgré tout, se développent très vite, au contraire, qui lèvent des capitaux, qui continuent à grandir, et tout se passe bien. Donc je pense que le rajeunissement des gens et la preuve par l'exemple rend optimiste quant au nombre de sociétés susceptibles de s'introduire en bourse à l'avenir. Ce qui fait que l'optimisme est modéré, néanmoins, c'est que l'univers éligible n'est quand même pas très grand. Voilà, l'univers éligible n'est pas très grand aujourd'hui. Pour s'introduire en bourse, il faut, disons, raisonnablement, moi je dirais 200 millions de dirhams, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est une taille raisonnable. À 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires, c'est pas très sérieux. Il vaut mieux faire du private equity, faire rentrer des fonds de capital développement. Il y a beaucoup il y a du reporting, etc. Enfin, je veux dire, c'est lourd. Il y a quand même des mécanismes à introduire. Oui, ça mérite pas. Et puis, introduire en bourse veut dire éclater le papier dans le public. Et vous allez éclater quoi? 50 millions de dirhams. Si quelqu'un fait 100 millions de chiffre d'affaires, il va avoir une valo, mettons, de 100 millions pour 100% de sa société. Il va coter 40%. Donc ça fait 40 millions. Éclater 40 millions chez les épargnants, c'est un exercice qu'aucune banque ne ferait. Ça n'a pas de sens. C'est un placement privé. Donc c'est du private equity. C'est du privé. C'est pas du public. C'est pas de la bourse. Donc il faut trouver des sociétés qui sont un peu au-dessus de 200 millions de chiffre d'affaires. Et 200 millions étant la limite inf, selon moi, et qui puissent, et qui soient avec des dirigeants modernes, jeunes, ouverts et ambitieux. La bourse n'a d'utilité que si on veut grandir. Si on veut rester comme on est, mais il n'y en a rien à faire avec la bourse. L'autre utilité de la bourse, c'est quand on est vieux et qu'on veut léguer à ses enfants un patrimoine liquide, qu'ils puissent vendre ou garder ou faire ce qu'ils veulent. Donc il y a la liquidité et la valorisation indiscutable du patrimoine dans le cas de l'héritage. Et sinon, il y a « je veux grandir ». Je veux lever des fonds, grandir, me développer, avoir une image, comment dit-on, publique, institutionnelle, une image différente. Quelqu'un qui est coté en bourse, il est coté en bourse. Il est supposé être transparent, honnête, intègre, publier ses comptes, payer ses impôts, être fiable. Les banques l'aiment bien, les impôts l'aiment bien, tout le monde l'aime bien, quoi. Ouais. Voilà. Si on reste sur ça, et donc tu parlais notamment d'investissement, etc., et du côté des investisseurs, des particuliers, historiquement, je veux dire, les gens privilégient plus, par exemple, l'immobilier que investir dans des valeurs boursières. Est-ce que c'est quelque chose qui change actuellement? Est-ce que tu vois de plus en plus de particuliers qui vont plutôt privilégier des actions? Notamment, tu parlais pour des situations d'héritage ou autres, où ça peut être plus simple d'avoir des actions que de l'immobilier. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est en train d'évoluer? Le nombre d'épargnants n'a pas beaucoup changé. Le nombre d'épargnants qui sont réellement actifs à la bourse de Casa, il est entre 20 et 30 000 épargnants. Ce nombre-là, c'est aussi le nombre de porteurs de parts d'OPCVM. On va le retrouver dans les IPO, dans les introductions en bourse. On va le retrouver en nombre de porteurs de parts d'OPCVM. Donc la population des épargnants, elle a peut-être augmenté de 50% en 30 ans. C'était peut-être 15 000, 20 000 quand CFG a commencé. C'est plutôt 30 000 plus au jour d'aujourd'hui, qui est régulier sur les marchés financiers. Et encore, le gros fait du monétaire ou de l'obligataire plutôt que des actions. Mais le problème, on a tellement d'épargne au Maroc, tellement d'épargne excédentaire chez les ménages de façon générale, que la problématique, c'est plutôt le nombre d'intros en bourse que le nombre d'épargnants.
L'épargne disponible pour les marchés est très bonne, il n'y a pas de souci. D'accord. Les valorisations sont bonnes pour une entreprise. Hein. Mm. On est bien valorisé. Quand on émet des actions nouvelles, elles sont payées cher par le public. L'épargne est là, c'est plutôt. C'est plutôt en fait finalement l'offre. du côté, c'est intéressant. Ah oui, c'est plutôt du côté de. C'est les entreprises qui sont insuffisamment nombreuses à vouloir grandir, à avoir de l'ambition, à vouloir aller en bourse, à accepter d'aller en bourse. Il y a encore un peu de vivons heureux, vivons cachés. Il y a encore un peu de croyances fausses. Que les impôts vont venir vous contrôler parce que vous êtes coté en bourse. Si vous n'êtes pas coté en bourse, ils ne vont pas vous contrôler. Ouais. Voilà, il y a des croyances fausses. Donc, avec l'exemple, on finit par les dégoupiller. Mais ça prend du temps, c'est générationnel. D'accord. Moi, je dirais. L'autre sujet dont je voulais parler aussi, c'est le développement de Mutandis à l'international. Oui. Donc, on disait en introduction qu'aujourd'hui, 25% quand même de l'activité est aux États-Unis, par exemple. Et que 50% est à l'international. Oui. Donc c'est vraiment une entreprise internationale, en tout cas sur les marchés sur lesquels qu'elle On vise. Comment vous avez développé, comment vous êtes allé à l'international? Notamment, je sais que vous avez racheté Season aux États-Unis. Absolument. En 2021. Oui. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler aussi de tout ce développement international? Bien sûr. Alors l'international, au début, il vient d'un métier où le Maroc est le leader mondial. Pas beaucoup de gens qui le savent. Le Maroc est leader mondial de la production et de l'exportation de conserves de sardines. Voilà. C'est le deuxième dans le monde après le Maroc, c'est la Thaïlande. Et le troisième dans le monde, c'est la Chine. Okay. Et le Maroc est premier. Donc c'est l'un des rares classements où le Maroc est devant la Chine. Donc l'exportation vient de là, dans des sociétés qu'on a achetées, qui étaient présentes en Afrique, historiquement. En Afrique. D'accord. Donc l'Afrique, elle est venue de là, on l'a développée, on a continué à la développer. Et de façon amusante, vous pouvez retracer le protectorat français, parce que ces sociétés-là, les conserveries de sardines, sont nées dès l'occupation française. Et vous pouvez, par les pays d'influence en Afrique, voir qui étaient leurs clients et leurs nationalités, les nationalités des fondateurs de ces conserveries marocaines historiques. Et nous, on est fort dans l'Afrique belge. Donc l'Afrique qui a été colonisée par les Belges, on a une marque très très puissante qui est le leader là-bas, qui est la Rolls-Royce des marques de conserve de sardines, qui s'appelle Annie. Et Annie, c'est Congo, Zaïre, Burundi, Rwanda, Ouganda, donc tout ce qui était belge est dominé par cette marque-là. Donc l'Afrique, après, on l'a développée et en même temps, on a très vite compris que dans cette catégorie de produits de grande conso, la conserve de poissons pélagiques, de petits pélagiques, on a très vite compris que le fait que la ressource soit limitée pour être pérennisée, et c'est très bien, fait qu'il faut rechercher pour l'intérêt du Maroc, pour l'intérêt des ouvriers marocains et pour l'intérêt des actionnaires, il faut rechercher les clients les plus riches. Donc il ne faut pas développer des volumes vers l'Afrique, où les marges et les prix de vente sont adaptés au pouvoir d'achat, donc ça par nécessité un petit peu plus basse, et il faut chercher le client le plus riche dans le monde, puisqu'on est le leader mondial et la ressource, la matière première est limitée. C'est la sardine et le maquereau. Voilà, donc c'est pour ça qu'en 2021, en plein Covid, sans avoir le droit de voyager, on n'avait pas le droit de quitter le Maroc, en 2021, on a acheté une société américaine basée à New York. On l'a achetée par visioconférence. Elle était en vente par un fonds de private equity qui s'appelait Bain Capital, qui est bien connu. Et c'est une société qui s'approvisionne un peu partout dans le monde, mais qui a surtout une marque vieille de 100 ans, qui a 100 ans, qui est très forte, et qui est le leader américain de la sardine dans l'absolu, et le super leader de la sardine sans peau, sans arête, en filet. D'accord. Qui est un produit exclusivement marocain. Il n'y a que les ouvrières marocaines et le type de sardine marocain qui produit de la sans peau, sans arête en filet. Et donc, c'était parfait pour nous. Ils s'approvisionnaient déjà sur ce produit-là. Ils s'approvisionnaient au Maroc déjà, mais pas chez nous. On n'avait pas de relation avec eux, on ne les connaissait pas. Et on n'était pas aux États-Unis d'ailleurs. On était en Afrique et en Europe essentiellement. Et donc voilà, ça c'est le développement vers l'Amérique qui se développe bien maintenant. Évidemment, l'objectif de notre implantation américaine et de la marque Season, c'est de faire autre chose que de la sardine. Ouais. Une fois qu'on est leader de la sardine aux États-Unis, il faut faire autre chose. Donc on est en train de développer plein de produits, de tester les consommateurs sur des produits qui pourraient s'appeler Season, mais qui ne sont pas de la conserve de sardines. Et il ne faut pas tester que le consommateur, il faut tester les chaînes de supermarchés qui, elles, sont la première
barrière à l'accès aux consommateurs. D'accord. C'est pas Ok. J'ai quelques questions de fin. Donc là, on parlait de l'international. Au-delà de ça, c'est quoi la vision avec CFG et Mutandis sur les 5-10 prochaines années? Où est-ce que tu veux emmener ces entreprises-là et quelle est la vision un peu long terme? Je ne pense pas que l'une ou l'autre vont changer drastiquement, si c'est ça la question. Elles ne vont pas changer drastiquement. Je pense qu'il y a beaucoup de moteurs de croissance qui ne sont pas encore mis en place dans CFG, et c'est normal. C'est les moteurs, les réacteurs s'allument les uns après les autres, et ce sont des relais de croissance. On les appelle des relais de croissance. Donc ils viendront. Il y a des produits qui ne sont pas offerts aujourd'hui. Il y a des segments de clients qui ne sont pas servis et qui pourraient l'être. Donc il y a encore du boulot, il y a encore de la croissance pendant 5 ans, 10 ans, à mon avis, sans problème. Mais ça ne changera pas fondamentalement l'ADN, la mission, le message simple de qui est CFG. Je ne pense pas qu'elle deviendra une banque africaine dans les 10 prochaines années, n'est-ce pas? C'est une banque marocaine, simplement elle fait les choses différemment et elle va offrir des choses à la clientèle qui a un lien avec le Maroc. La clientèle peut être étrangère, la clientèle peut être marocaine, la clientèle peut être résidente, peut être non résidente, mais le Maroc est le centre de l'équation, n'est-ce pas? Et alors pour Mutandis, la vraie question pour nous, c'est doit-on produire en dehors du Maroc, pas développer l'export. Ça, c'est déjà... c'est évident qu'il faut continuer. Donc ça, nous on se dit, tant qu'on n'a pas saturé les catégories de FMCG, de produits de grande conso, tant qu'on ne les a pas saturés, tant qu'il y en a plein qui se développent encore au Maroc, tant qu'on a encore de l'export possible à travers des usines marocaines, pourquoi mettre en place une organisation de type multinational pour avoir du management et des équipes dans d'autres pays que le Maroc, n'est-ce pas? On nous propose régulièrement des acquisitions de petites Mutandis dans des pays africains, d'accord? On nous en propose. Pourquoi mettre en place une organisation de multinationales, d'avoir des couches de management, d'avoir le management local, d'avoir éventuellement des expatriés marocains qui vont donner un coup de main là-bas, piloter à distance des problèmes avec l'administration locale, avec les douanes locales, chose que nous savons faire sur le sol marocain. Serons-nous aussi compétitifs, aussi bons, aussi rapides, aussi efficaces pour gérer le partenariat public-privé en Afrique que nous le sommes au Maroc? Donc voilà, pour l'instant, la réponse est non. Donc dans les 10 prochaines années, on ne pense pas a priori acheter des usines et des sites ou créer de zéro des usines ou des sites de production en Afrique tant qu'il y a encore d'autres tant qu'il y a un boulevard produits, etc. Il y a un boulevard au Maroc. Et au Maroc, on est très fort en relation avec l'épicier. Et l'épicier, il a plein de catégories dans lesquelles on n'est pas encore. Donc il y a encore des catégories à faire, il y a encore des choses à développer. Et à l'export, encore une fois, le marché américain est hyper prometteur. Il faut juste craquer, il faut trouver la petite percée, il faut trouver le produit. Et si on trouve un produit qui marche par rapport à la taille de Mutandis, c'est très gros tout de suite. Et aux États-Unis, ce serait aussi par acquisition, ce serait continuer. Non, trouver une catégorie sous la marque Season, non? Sous la marque Season aussi. Oui. Okay. Non, utiliser notre marque, utiliser notre plateforme new-yorkaise, pour lancer nos relations avec Walmart, Costco, Albertson, Kroger, tous les supermarchés que vous imaginez aux États-Unis pour élargir le nombre de produits qu'on envoie. Ces produits, on les fabriquera nous ou pas nous. Il y a beaucoup de producteurs marocains qui font des choses de qualité qu'on peut emmener sous la marque Season, on peut emmener avec nous en tant que Season aux États-Unis. À ce moment-là, ils seront fabricants pour notre marque à nous. Ou si c'est suffisamment gros, on fera nous-mêmes l'usine pour produire ici. D'accord. Okay. L'usine ou l'agriculture, il y a beaucoup d'agro-industrie quand même. Oui. Une autre question que j'avais, c'était comment tu fais pour gérer tout ça au quotidien? Parce qu'on a parlé de CFG, on a parlé de Mutandis. D'ailleurs, on n'a pas parlé aussi de l'hôtellerie, parce que tu as racheté Risma. Oui, bien sûr. Non, alors l'hôtellerie, c'est une participation financière et minoritaire. Qui n'est pas opérationnelle. Voilà, pas de gestion du tout. Mais comment tu fais pour gérer en tout cas ces deux entreprises-là de front en parallèle? C'est pas moi qui gère, évidemment. C'est pas moi qui gère au quotidien, comme tous les dirigeants d'entreprise. Chaque entreprise a un groupe de directeurs généraux
qui eux-mêmes gèrent des morceaux de l'entreprise. Et mon rôle à moi, c'est un rôle de coordination, de pilotage, éventuellement d'arbitrage, quand il y a des priorités, un ordre de priorité à fixer. C'est un rôle de recrutement, quand malheureusement nous perdons quelqu'un qu'il faut le remplacer. Mais ce n'est pas moi qui gère. Je ne fais que fixer la stratégie, fixer les orientations, fixer les principes, fixer les choses qu'on peut faire et les choses qu'on ne peut pas faire, allouer les capitaux, allouer les capitaux, fixer les capex, les enveloppes de capex, décider des acquisitions, mais c'est pas moi qui gère, c'est moi qui rends compte aux actionnaires, c'est moi le visage vis-à-vis de la bourse, vis-à-vis des gérants professionnels de fonds. J'ai un rôle dans la fixation de la feuille de route, du business plan, de ce qu'on appelle la guidance par rapport au marché. Alors Mutandis puis CFG ont été les deux premières sociétés marocaines pratiquement à donner une guidance chiffrée annuelle qui est une best practice sur les marchés développés. En général, les gens dans le paragraphe perspective, ils disent ça va bien ou ça va pas bien. C'est-à-dire, si on explique, c'est donner une estimation, une prévision chiffrée de l'année qui démarre, d'une évolution de chiffre d'affaires, de résultats, de l'année qui démarre. Donner des fourchettes, dire je pense que mon résultat sera entre 140 et 150 millions. Ce qui implique on dit pilotage. Ou miss, en tout cas ce qui implique d'atteindre ou de ne pas atteindre ce chiffre-là. Absolument. C'est aussi entre guillemets mais c'est un niveau de prévisibilité et de pilotage de l'entreprise qui est extrêmement rassurant pour la bourse, pour les marchés, pour les gérants d'OPCVM, pour les compagnies d'assurance, pour les petits porteurs. Quand ils voient une entreprise face à lui qui lui dit au début de l'année, je vais faire entre X et Y de résultats nets, entre Z et T de chiffre d'affaires, on a une prime. L'entreprise est valorisée avec une prime en valo, une prime à la visibilité, une prime à la transparence. Donc ça va se... Qui rassure aussi tous les partenaires, aussi les fournisseurs. Tout le monde. Et puis on a le droit de réviser. On a le droit au mois d'avril de dire non, ça ne sera pas entre 140 et 150, ça sera entre 135 et 145. Et puis au mois de septembre de dire ah ben non, finalement, ça sera entre 145 et 152. C'est pas grave, c'est la vie réelle d'une entreprise. Mais le fait de se soumettre à cet exercice-là, à mon avis, va s'élargir à la bourse de Casa. Il y aura 3, 4, 5, 6, 10 entreprises qui le feront. Et c'est de la best practice. Donc ça, c'est mon rôle. La guidance, parler au marché, la réviser, la changer. Les décisions stratégiques. Voilà, et le stratégique et la coordination des équipes. Et voilà, l'arbitrage en fait. Parce que quand vous développez des nouvelles catégories, vous développez des nouveaux produits, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc il y a des lancements prévisionnels, il y a des dates de maturation des projets, il y a tout le monde qui veut lancer son projet en même temps, et les équipes ne peuvent pas, et l'épicier ne peut pas absorber des 5 produits de plus la même semaine. Et voilà, donc tout ça doit être mon rôle d'arbitrage final. Et finalement, tu as entrepris assez jeune, à moins de 30 ans. C'est quoi ton conseil pour quelqu'un qui veut entreprendre au Maroc, pour un premier projet entrepreneurial, on va dire ? Bon, d'abord, le Maroc est une terre... Tu disais t'entourer déjà tout à l'heure. Absolument. Le Maroc est une terre d'opportunités, donc il faut encourager les gens à investir. Il faut encourager les étudiants à l'étranger à rentrer et à devenir entrepreneurs une fois qu'ils ont appris un peu leur métier, la vie réelle. Qui, fraîchement sortis d'école, c'est plus dangereux d'entreprendre qu'en ayant bossé 4-5 ans, 3 ans, la vraie vie, de voir comment ça se passe. Donc plein d'opportunités au Maroc, plein de choses à faire. C'est pas les mêmes à chaque instant. Les opportunités qu'il y avait en 1992 pour créer une banque d'affaires, puis une banque commerciale, il y en a moins aujourd'hui par niveau intensité concurrentielle. C'est juste le nombre d'acteurs qui sont dans le business. Mais aujourd'hui, il y a d'autres opportunités magnifiques où il n'y a pas grand monde, où il y a encore des boulevards à développer. Deuxièmement, mes conseils, malheureusement, ne peuvent que reproduire les choix que j'ai faits. Je n'ai pas fait de choix que je regrette, n'est-ce pas ? Les choix que j'ai faits, j'en suis heureux. Donc moi, j'ai pris le pari de baisser mon niveau de risque en m'associant à des gens qui allaient m'apporter de la solidité, du business, de la clientèle, des capitaux, quitte à ne pas avoir 100% de mon projet, mais à avoir 50 ou 40 ou 30 ou 20. Moins de risque et plus de potentiel. Exactement.
Cet arbitrage qui est rare à la création, qui est plutôt de l'apanage des startups Silicon Valley, où les fondateurs ont zéro argent et on les paye en stock option, ils n'ont rien, et donc ils augmentent dans le capital en fonction de leur rémunération et du succès, mais au début, 90% du capital sont des fonds de venture capital qui sont actionnaires. Donc à part ce modèle qui est un peu extrême et qui n'existe pas encore vraiment. Qui se rémunère en fait à la performance. En cash out au levée de fonds, puis à l'exit au final, donc c'est vraiment pas... Voilà, mais en tout cas, ils partent à zéro et ils peuvent augmenter Exactement. leur part en pourcent. Donc, sans aller dans ces extrêmes-là, moi, j'ai pris le parti d'avoir 20% ou 15 ou 25 de mes projets, mais d'être sûr d'avoir avec moi des gens qui allaient m'apporter du chiffre d'affaires, m'apporter du networking, m'apporter de la visibilité, baisser mon niveau de risque et mon niveau d'échec. Okay. Parce que ma recommandation est que l'asset, l'actif le plus important, celui qui détermine les cash flows futurs des projets, finalement, celui qui détermine le succès financier des projets, c'est la réputation. Et la réputation, il vaut mieux éviter de la perturber par une succession de projets avortés. Donc le fait de baisser le niveau de risque d'échec d'un projet en prenant moins et en s'entourant fortement dans le capital du projet, construit à la fin, sur le long terme, une réputation qui elle-même est gage de projets ultérieurs, d'autres projets, d'autres cash flows, de rentrer dans un cercle vertueux avec la carrière, avec l'âge, avec l'expérience. Avec des partenaires aussi qui restent. Ceux-là qui repeat, ou d'autres nouveaux. Le track record compte dans ces métiers-là, c'est-à-dire les résultats du passé comptent, comme ils comptent dans la finance, comme ils comptent pour un gérant de portefeuille. Quand vous confiez votre argent à un gérant de portefeuille, vous lui dites « montre-moi tes performances au cours des 10 dernières années, ou tes 15 dernières années ». Donc il faut un track record solide, et il sera d'autant plus solide que vous avez un tour de table qui vous aide et qui vous accompagne. Voilà, ensuite, la dernière recommandation, c'est d'être ambitieux. Voilà, de dire qu'il n'y a pas de limite à la taille. C'est pas grave de diluer dans le capital en pourcent, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les dirhams que vous possédez. C'est pas le pourcent, c'est les dirhams, c'est le développement des dirhams. Plutôt que rester absolument à 50 ou à 25 ou à 28. Et de la dynamique, parce que souvent, même quand on valorise l'entreprise, on regarde aussi la dynamique de l'entreprise. Donc finalement, Bien sûr. Avant de finir, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou quelque chose que tu voudrais partager ou je sais pas, quelque chose dont on n'a pas parlé durant cette heure et quelques? Franchement, non. Je pense qu'on a tout dit. On a parlé du changement de génération, en fait, qui était le sujet principal, parce que marché financier, bourse, intro en bourse, projet, ambition, société en commandite par action, tout ça, il faut que ça s'adapte à une certaine génération, à un certain âge. Donc je suis content que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, 25 ans, 30 ans sont complètement ouverts à tout ça. J'espère qu'il y en aura plein, et que voilà, on pourra doubler, tripler, quadrupler les sociétés cotées en bourse. Je peux aussi témoigner parce que j'ai heureusement ou malheureusement 32 ans de carrière au Maroc. Je peux aussi témoigner du formidable bond que l'environnement a fait. L'environnement, c'est important. La direction des impôts, c'est un partenaire important. La douane, c'est un partenaire important. Le ministère de l'Industrie, c'est un partenaire important. Le ministère des Finances, c'est un partenaire. Donc, entre l'état des mentalités et du rôle et mission de chacune de ces entités de 1992 et celui de 2024, le bond est spectaculaire. La mentalité, l'attitude, le partenariat public-privé, la compréhension, la confiance mutuelle, la bonne volonté et la prime à l'honnêteté, la prime à l'intégrité plutôt que la prime à la malice. Et le mot malice en français est un mot à double sens. Donc la prime à l'honnêteté, à l'intégrité, à la malice a beaucoup progressé. Et donc c'est un environnement qui sera plus favorable pour la jeune génération, qui se sentira beaucoup plus à l'aise. Parfait. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter au jeu. C'était vraiment super intéressant, c'était passionnant. Et merci beaucoup. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi liker cet épisode et le partager à 2 personnes autour de vous. Ça nous aide beaucoup
pour continuer à vous proposer des invités super intéressants. Merci et à la prochaine.